l'accélération de Raka, personne ne va le revoir. Liberty Raka. Et le nouvel essai, pour la SM Clermont-Auvergne. Salut et bienvenue dans l'épisode 5 de la saison 2 du podcast Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de la SM Clermont, avec aujourd'hui Christophe Buron, Valérie Lefort et MC Manu Caillot. Messieurs, bonjour. Salut Martial. Bonjour. Alors, on va revenir bien évidemment sur le match de l'équipe de France en Coupe du Monde face à l'Argentine, parce qu'il n'y avait pas de top 14 et plus particulièrement sur la prestation de Camille Lopez, le demi d'ouverture de la SM Clermont, auteur du drop salvateur à 10 minutes de la fin de la rencontre. Alors la question que je voulais vous poser, messieurs, Camille Lopez rebat-il les cartes au sein du 15 de France? Un tour de table rapide. Christophe? Je pense que non. Si c'est rapide, je... Valérie? Non. Non. Ouais, je vais être un peu plus optimiste, peut-être pas totalement, mais en partie. Alors pourquoi selon toi... Il n'y a pas de Toulousains qui nous écoutent. Pourquoi selon toi, Manu, ça peut changer les choses? On se rappelle ce fameux match du tournoi en Italie où Camille Lopez était rentré quelques secondes seulement sur la pelouse, où c'était quasiment, c'était une humiliation pour lui. Très franchement, je pense qu'à ce moment-là, Jacques Brunel ne comptait pas sur lui entre guillemets comme un ouvreur titulaire, il l'avait prouvé très clairement. On se rappelle l'épisode du match contre l'Angleterre avant où Camille Lopez avec Morgan Parra avait dit tout haut ce qu'il pensait de la préparation, et là c'était vraiment la sanction pour le joueur clermontois. Mais à savoir qu'ils n'étaient pas suffisamment préparés. Et là on avait presque senti que dans la tête de Jacques Brunel pour ce premier match, en titularisant Romain Ntamak, l'ouvreur numéro 1 c'était le Toulousain, même s'il avait dit en conférence de presse qu'il comptait sur Camille Lopez, que le match allait jouer en fin de match, qu'il comptait sur son expérience, ce qui au final s'est confirmé. Mais c'est la réalité, tu joues à 23 aujourd'hui. Oui, mais dans sa tête l'ouvreur numéro 1 c'était vraiment Ntamak. Avec l'entrée de Camille Lopez et ce drop claqué, Lopez a montré à mon sens qu'il avait quand même une force de caractère énorme. La chapeau à lui, se remettre déjà de tout ce qui s'était passé avant, d'une semaine compliquée visiblement d'après les confrères sur place, tout ce qui a été dit quand il a appris qu'il n'allait pas débuter le match. Il aurait pu s'effondrer, il a montré qu'il était fort mentalement, et du coup je pense qu'aujourd'hui Jacques Brunel comme le staff du 15 de France peut compter sur deux ouvreurs de bon niveau. Alors peut-être que c'est encore Romain Ntamak qui débutera le prochain match, mais au moins il a montré au staff qu'il pouvait compter sur lui. Christophe? Alors, contrairement à ce que dit Manu, je pense qu'au contraire c'est Camille Lopez qui va débuter le deuxième. Déjà parce que c'est le match qui va permettre au staff de faire tourner son équipe. Moi je pense qu'il n'a pas rabattu les cartes avec... Il a fait un quart d'heure qui compte dans l'histoire de ce match. Il a été décisif. Il a été décisif, mais il ne faut quand même pas oublier qu'avant lui, il y a eu un autre ouvreur qui a fait plutôt un bon match. Ouais. Donc Ntamak. Je ne vois pas pourquoi le staff changerait de demi-ouverture rien que sur ces faits-là. Ntamak serait passé complètement à travers, on pourrait peut-être se poser la question. Et là, dans le souci de continuité et d'assurer encore plus de repères et d'automatisme à ces postes qui sont toujours délicats de la charnière, moi je vois pas Jacques Brunel changer la composition de cette paire de demi, même si en effet Camille Lopez ça va lui faire ce qu'il a fait, ce qu'il a réussi, ça va lui faire du bien à lui-même avant toute chose. Ça fait gagner la France, ça a permis au 15 de France de passer à côté de ce qui aurait été vraiment un échec. Même si on rappelle que c'est l'Argentine qui a eu la balle de match. Tout à fait, c'est vrai. Voilà, celui qui a été décisif, c'est Bouffelli en ratant sa pénalité. Et monsieur l'arbitre aussi. Lopez, mais comme tous les arbitres, on sait que dans les derniers instants... Il y a un hors-jeu énorme de Picamol. Et il y a aussi une faute de Penaud. S'il siffle la pénalité, ça redonne une cartouche. Mais la faute de Penaud par-dessus quand il vient par-dessus le roc, tomber par-dessus le 9. Non, juste je sais pas si c'est celle-ci, il y en a une autre je crois. Mais celle de Picamol elle est énorme, il est hors jeu, c'est clair. Après Valérie, on est d'accord, ça n'enlève rien au mérite de Camille Lopez. Pour moi ce drop réussi, ça va lui faire du bien à lui. Il en avait besoin. À travers tout ce qu'on lit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, il se satisfait pas de ce poste de remplaçant, mais il l'accepte sans broncher. Apparemment, il fait pas acte de mauvaise humeur. Oui, on dit qu'il est déçu, mais pas en colère. Ouais, et d'ailleurs, ils ont fait une photo très sympa en fin de match tous les deux, avec Ntamak, bras dessus, bras dessous. Franchement, il n'y a pas de raison de démanteler cette composition d'équipe. Mais alors, comme Manu disait la semaine qui a précédé le match, Camille Lopez
pouvait légitimement s'attendre à être titulaire, ou est-ce que c'était seulement dans sa tête ? Non, le problème c'est qu'on ne voit pas les entraînements, ça fait 2 mois qu'ils sont ensemble. Brunel a toujours dit qu'il jugerait aussi sur la qualité de la préparation de chaque joueur. Peut-être qu'Ntamak a été un peu au-dessus, peut-être aussi... Le match contre l'Italie. Ouais, quand les matchs de préparation, bon, ils comptent, mais je pense que c'est pas ce qui prédomine dans les choix. Ce qui est important, c'est aussi la complémentarité des joueurs. Ouais. Et peut-être que l'absence de Lopez s'explique par l'absence de Fofana au poste de premier centre. Du coup, il y a peut-être plus raison de garder Lopez, sachant qu'il y a une vraie complicité avec Fofana. Fofana pas là, peut-être qu'il fallait lancer. Et puis il y a eu aussi l'histoire des buts ratés par Lopez contre l'Écosse. Ça peut bien peser effectivement, parce que Ntamak a plutôt été bon dans ce domaine, et ça permet de garder Médard à l'arrière, qui est le choix numéro 1. Alors que s'il n'y a pas de vrai buteur à la charnière, ils sont obligés de mettre Ramos. Mais si Jacques Brunel fait tourner Manu et met à la limite Camille Lopez titulaire, ça peut-être être une bonne chose pour lui s'il montre de belles choses lors du prochain match. Derrière, oui. Après, tout dépend de la stratégie. Après, est-ce que ça suffira pour bousculer la hiérarchie ? Peut-être que dans la tête du sélectionneur, peut-être que son choix est déjà fait sur tous les matchs importants qui vont suivre. Voilà, c'est tout le mal qu'on lui souhaite à Camille Lopez. Mais en tout cas, ce match, comme l'a dit Christophe, va lui faire du bien, va lui redonner du baume au cœur, et je pense que va lui redonner la confiance nécessaire pour la suite de la compétition. Sachant que sauf Trafalgar, la France est quasiment en quart de finale. Voilà. Oui, c'était le match clé, c'était contre l'Argentine. Donc, enfin, il ne faut pas se rater contre les Tonga. Mais... Non, c'est déjà arrivé. Il va y avoir de la gestion à faire avec ce calendrier aberrant. Là, il y a 12 jours entre le premier et le deuxième match. Après, il n'y a plus que 4 jours. Ça va être compliqué, sachant que... Voilà, la vraie question est de savoir ce qu'on fait contre l'Angleterre. Est-ce qu'on joue coup à fond, on met les meilleurs, ou est-ce qu'on se contente de la seconde place ? On fait l'impasse entre guillemets. On garde les forces vives un peu en réserve, on les met un peu à l'herbe basse. Ça sera à voir. Donc on est tous d'accord. Bon match de Camille Lopez, en tout cas belle entrée, parce qu'il a joué un quart d'heure. Mais pas de... ça va pas bousculer la hiérarchie. Pour moi, non, je pense pas. Franchement, je vois pas pourquoi on démantèlerait cette paire de demi, en plus qui est une charnière de club, Dupont et Ntamak. Dupont, ouais. Je le redis, si Ntamak était vraiment passé à côté de son match, peut-être qu'il y avait matière à débat. Mais là, il a été plutôt sobre dans ce qu'il a fait. Il a été bon au pied. Bon, il a eu du mal à y rentrer dans ce match. Il a raté une touche, je crois, sur une pénalité. Il n'a pas eu un jeu au pied très cohérent au début. Pas très précis, mais il s'est bien mis en selle au cours de ce match. Sachant que le vrai problème pour la France, c'est qu'on est incapable, on débute encore une Coupe du Monde, une compétition, sans avoir un ouvreur attitré qui soit de très haut niveau mondial. On n'a pas. Voilà. Donc on fait avec, ça serait bien qu'Ntamak soit ouvreur sur des matchs de phase finale. Ça veut dire qu'on a eu le même, parce que bon, les matchs du milieu, on va pas en parler s'il y a du turnover. Mais si Ntamak enchaîne les matchs, notamment les matchs décisifs, ça sera une grande première d'avoir un ouvreur sur toute la durée du monde. Mais Manu, par exemple, si Ntamak se rate complètement sur un match, ah bah là, on refera un débat. On critique souvent la politique des sélectionneurs, je dis des sélectionneurs qui n'arrêtent pas de faire tourner les effectifs. On n'arrive pas à la Coupe du Monde, jamais nous avec un ouvreur titulaire ou quelqu'un qui est dans le costume et qui écrase tout le reste et qui est au-dessus du lot, ça n'existe pas chez nous. On a un problème à se poser, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Mais ça c'est un problème de formation. C'est un problème franco-français, c'est clair. Voilà. Et puis c'est surtout qu'on change tous les 4 matins aussi. C'est même un problème de charnière. C'est un vrai problème. Et puis regarde, Camille Lopez, tu peux le prendre, il est dans le groupe France pour jouer en équipe de France comme numéro 10. Je suis pas sûr que parmi les nations majeures, il aurait sa place ailleurs. Voilà, c'est aussi un constat. Bien, nous allons clore ici le débat, messieurs, et nous allons maintenant évoquer le sort d'un autre Clermontois, un sort bien différent, celui de Wesley Fofana qui a quitté le Japon aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, handicapé par une blessure contractée lors du match de préparation face à l'Italie, c'était fin août, je crois le 30 août. On parle d'un épanchement de sang dans la cuisse, ça sent franchement la fin de sa carrière internationale. En plus, lui il en avait parlé. De toute façon, il l'avait annoncé, donc ça serait sa dernière compétition. Sauf qu'il espérait sortir par la grande porte. Voilà. Malheureusement pour lui, ce garçon qui a été victime de nombreuses blessures musculaires, c'est-à-dire ou devant la cuisse ou derrière la cuisse,
Là, c'est toujours la cuisse, mais c'est complètement autre chose. Là, c'est un choc, c'est une béquille. Moi, je me souviens toujours de, comment il s'appelle, David Skrela, qui avait pris une béquille en tout début de match, d'un match quart finale de H-Cup contre les Saracens, il me semble. Il avait mis 2 mois à s'en remettre, parce que là, s'il y a du sang dans la cuisse, c'est presque plus grave qu'une déchirure. Mais là, il a vraiment pas de chance. C'est sur un choc, quoi. Une béquille, c'est quand on prend un coup. C'est pas la même blessure que quelqu'un qui court, qui s'échauffe et qui va se déchirer. Là, c'est une fragilité, là, c'est pas pareil. Donc évidemment que c'est malheureux pour ce garçon qui... Pour lui c'est le pire des scénarios, hein, c'est clair. Moi je l'avais vu début septembre, juste avant qu'il s'envole. J'avais croisé à la Châtaigneraie. Il était venu faire voir sa blessure, mais il était relativement confiant. Et voilà, il partait avec le sourire, et il pensait que ça allait se résorber, qu'il n'y avait pas de souci. Et là, patatrac. C'est le problème de la béquille, parce que les déchirures, il sait ce que c'est, donc il connaît les temps pour récupérer. Là, une béquille, on peut s'en remettre au bout de 3 jours, plus rien sentir, mais par contre, s'il y a du sang qui s'est répandu en effet dans les fibres musculaires, là, c'est plus problématique. Ça peut même se calcifier. Et ça peut être handicapant sur de longues semaines. Manu, ce qui est terrible pour lui, c'est l'enchaînement de blessures. Depuis plusieurs mois, il les enchaîne. Alors justement, est-ce qu'on peut dire, au-delà de ça, c'est peut-être la fin aussi de sa carrière tout court? Ah non, fin de carrière, je ne pense pas. Du tout, non. Faut pas exagérer quand même. Mais après, il faut voir comment il va récupérer de toutes ces blessures. Est-ce qu'il va décider avec le staff de prendre une période assez longue de repos pour vraiment essayer de repartir sur de nouvelles bases, entre guillemets? Il en aurait pour 3 semaines, c'est ça? Oui, c'est ce qu'annonce le premier. Oui, mais au-delà de ça, communiqué du staff on en avait parlé dans le podcast de la saison 1. On avait parlé du cas Wesley Fofana, en rappelant qu'il avait été blessé au cervical. Si je dis pas de bêtises, ça devait être en décembre 2017, me semble-t-il, contre Pau. C'était pas avant, non? Et il avait été opéré, et que le professeur Chazal qui l'a opéré, on lui a fait comprendre que ça pouvait être vraiment dangereux pour lui, et il s'est interrogé sur une possible fin de carrière. Oui, mais est-ce que je veux dire par là, est-ce que finalement dans la tête, au bout d'un moment, inconsciemment, ça trotte pas? Non, parce qu'il serait pas reparti s'il y avait eu le moindre risque. Donc voilà, après, une fois que c'était opéré, que c'était entre guillemets guéri, voilà, il n'y a pas de souci, sinon il aura pas remis les pieds sur un terrain. Là, il va revenir, il va y avoir 2 aspects, bien sûr. On parle de 3 semaines pour une guérison éventuelle de la béquille dont il souffre. Il faudra voir d'abord l'état, enfin la gravité, hein, comment ils disent, le degré de sang qu'il y a dans sa cuisse, mais il va y avoir surtout à soigner la tête, parce que là il doit rentrer, il doit quand même mentalement être un peu au fond du seau, hein. Il a raté son dernier grand rendez-vous international. Ça va peut-être être compliqué à récupérer tout de suite, et il va falloir gérer tout ça, quoi. Bien sûr. Ok, bien, vous écoutez ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont. Dans quelques minutes, le quiz. Mais tout de suite, on va passer au top et au flop. Le top, Christophe. Mon top, il s'inscrit dans ce que j'ai... petit papier que j'ai fait ce matin, c'est Benjamin Kaiser, consultant, nouveau consultant télé, on n'avait pas trop de doutes sur ses capacités à s'exprimer, mais là je trouve qu'il a été d'une clarté en deux prestations, si je puis dire. Et il cache pas ses émotions, hein. Non, on voit je trouve qu'il est vraiment... il a le plus chez lui dans ses commentaires, c'est l'émotion qu'il a dégagée dans ses propos. Ce qui est assez rare chez certains consultants. Qui connaissent le rugby, qui s'expriment bien, on n'avait pas trop de doutes. Mais je trouve qu'il a une voix qui passe très très bien en plus. J'ai eu quelques échos de mon entourage ou même à l'extérieur qui n'ont pas été étonnés, mais on dit qu'est-ce qu'il est bien. Oui, il est assez naturel en plus. Pour moi, il va être sur la shortlist pour remplacer ceux qui seront plus là, notamment pour France Télévisions pour le prochain tournoi. Valérie, ton top? Alors d'abord c'est le match Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud, oui. C'est pas vraiment une surprise, mais avec un focus sur les 2 dernières minutes du match, et avec les temps de jeu imposés par les Néo-Zélandais et la défense en face de l'Afrique du Sud, l'intensité à la 78e minute qu'on a vue, on la voit même rarement chez nous en début de match, en milieu de match ou à l'heure de jeu. J'ai trouvé ça absolument extraordinaire et impressionnant. C'est vrai que quand on enchaînait les 2 matchs, c'est vrai qu'on se disait que c'était pas tout à fait le même sport. On est d'accord. Ça fait peur parce que c'est tellement impressionnant qu'ils sont monstrueux des 2 côtés avec des qualités différentes. Mais si vous pouvez regarder les 2 dernières minutes de ce match et les temps de jeu, c'est juste fou.
MC, ton top? Alors on va parler d'Issoire et du jeune Bodona, donc Issoire qui a pris son premier point de la saison face à Dijon hier, malgré cette défaite. Mais Issoire a eu des soucis d'efficacité sur les premiers matchs avec des buteurs pas forcément en réussite. Hier, donc Pierre-Éliott Bodona, qui avait inscrit la pénalité de la victoire en finale de Fédéral 2 l'an passé, était titulaire à la mêlée et avait en plus la charge de buter, et il l'a très bien fait. Il a signé un 7 sur 7, était au match, toi Valérie? Oui, pour avoir assisté, en plus il a un coup de pied de mammouth, c'est-à-dire qu'il a passé je crois 2 pénalités à 40 et une à 50 mètres, oui, effectivement, et elles passent très haut et elles finissent très loin derrière. Dans des conditions compliquées en plus. Donc il y en avait encore sous la semelle. Il y avait du vent, et avec du vent et de la pluie. Ce garçon, c'est impressionnant. Donc j'espère que ce point va lancer pour de bon la saison de nos amis issoiriens. Même si les 2 prochains matchs contre Rumilly et surtout Massy vont être compliqués. Allez, on passe au flop, Christophe. Mon flop, ça va être Mario Ledesma, l'entraîneur des Pumas qu'on connaît bien à Clermont, qui n'a pas été très beau joueur sur cette action, pas bien admis la défaite, qui s'en est pris un peu à l'arbitre. Bon, ça c'est classique, mais quoique pour un sélectionneur c'est quand même pas très fréquent, mais qui a déclaré qu'ils étaient arbitrés comme une petite nation. Oui. Bon, il a fait marche arrière, je pense que sous la grosse pression de sa fédération, il a fait une grosse marche arrière aujourd'hui du rétropédalage, mais bon, c'est pas très classe. Ceci dit, l'image du hors-jeu de Picamol doit l'énerver. Oui, comme le hors-jeu de Richie Gray en finale du top 14, quand Garcès oublie de... On connaît le garçon, il a le sang chaud, il a de la oui, ça, on l'a vu dans les tribunes. Donc, il restait pas souvent assis. C'était pas très élégant de sa part, c'est dommage. Il mieux qu'il se concentre sur les 40 premières minutes de son équipe, qui a été méconnaissable. Ça c'est clair. Et donc voilà, mon petit flop. Valérie, ton flop? Alors mon flop, évidemment, c'est pas une critique de l'homme en particulier, mais c'est juste un constat, c'est Wesley Fofana qui sort vraiment par la petite porte. Pour lui, c'est assez terrible. Il avait joué 4 matchs sur les 3 dernières années avec l'équipe de France. Il était très souvent absent, il déclarait forfait, il revenait pas. Il n'a pas fait les tournées non plus, je crois que c'est en Nouvelle-Zélande où il y a eu des matchs où il n'a pas joué, il n'était pas prêt. Voilà. Donc c'était très compliqué pour lui. Là, il avait annoncé que c'était la fin pour lui. Il espérait vraiment sortir à la hauteur de son talent. Et malheureusement, les blessures. Alors une blessure différente, certes, mais ça vient s'accumuler à d'autres blessures. Et pour lui, c'est quand même difficile. Manu, ton flop? Alors moi, je critique pas les nouvelles règles qui ont été mises en place en Fédéral 2 et Fédéral 3 au niveau des plaquages dans le but de préserver la santé des joueurs. Les joueurs sont sujet très important. Mais alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on assiste à des matchs de Fédéral 2 et Fédéral 3, faut aimer le rugby pour rester dans les tribunes, très franchement. On a commenté samedi soir Vichy-Cournon. Alors, il y a eu des intentions des deux côtés, il n'y a aucun souci là-dessus, sauf qu'on sort avec un peu plus de 35 pénalités dans le match. Ajouter à cela une quinzaine de mêlées fermées. Autant dire que le rythme... Oui, donc un jeu très haché. Voilà, c'était plus caché. Le jeu effectif devait être limité. Et c'est vrai que les joueurs qui se plaignent effectivement de ces nouvelles règles ont du mal à les assimiler. Donc les arbitres forcément sanctionnent. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne publicité aujourd'hui et qu'on ait beaucoup de monde dans les semaines qui viennent s'il y a un nombre de pénalités toujours aussi conséquent pendant les matchs. C'est peut-être un passage obligé. Je pense effectivement, il faut que les joueurs une période d'adaptation. Mais là, il faut reconnaître que 35 pénalités dans un match, ça fait beaucoup. Allez, ce podcast est bientôt terminé, mais avant de nous quitter, vous le savez, place au quiz. Alors pour commencer, messieurs, je vais vous demander de trouver le point commun entre Franck Ménel, Pierre Berbizier et Philippe Sella. La Coupe du Monde en 87. Et c'est ça. J'allais rajouter un 4e nom, Laurent Rodriguez, dont on a parlé la semaine dernière. Ils ont effectivement tous disputé la première Coupe du Monde de l'histoire du rugby en 87. On continue, je vous demande de trouver un autre point commun. Alors entre Marc Reynaud, Martin Celso Narbonne et Mario Ledesma, effectivement ils ont tous joué, ils sont forts quand même, au RC Narbonne. Je voulais rajouter un 4e nom, Adrien Planté, et même ajouter un 5e nom, celui de Franck Azema. C'est ça. Ça je savais pas. Longo aussi. Porter les couleurs. On a vu Narbonne, une saison je crois. Azema, oui, une saison. Ouais. Gonzalo Longo qu'on a vu comme entraîneur adjoint des Pumas à côté de Mario Ledesma, le chauve. Effectivement. Il n'a pas beaucoup changé, qui était clairement il y a une quinzaine d'années, c'est toujours le même. Messieurs, on va maintenant jouer aux enchères. Alors attention, 20 nations disputent la Coupe du Monde au Japon. C'est bien ça, il y a 20 nations. Qui dit 20 nations dit 20 entraîneurs en chef, je veux dire. Messieurs, combien de noms de head coach des équipes en lice vous pouvez me citer? Alors pas de nom pour l'instant,
il n'y en a qu'un qui va avoir la parole. Vous me dites juste combien de noms vous êtes capable de me citer et celui qui gagne les enchères pourra se lancer. Et s'il perd, eh bien, il donnera 2 points à ses camarades. Alors, Christophe, il faut que je donne le nombre avant. Non, oui, le nombre. Combien tu peux donner de noms d'entraîneurs sur 20? Ah bah, je sais pas, tu peux dire 6, puis on verra si Valérie surenchérit ou pas. Ça marche comme ça, bah, je vais me dire 2, tu peux me dire 10. Sur 20. Oui. Oh la vache. Pense à tes notes à l'école. Bon ben, je vais la jouer modeste. Allez, joue la modeste, vas-y. 10. 10. Ah ouais, 10 sur 20, c'est déjà pas mal. Il faut jouer alors. Pour ouais, comme tu veux, Valérie. T'es pas sympa. Hein. Alors, tu surenchéris ou pas? Ah oui, forcément. Alors tu dis quoi, 11? 10 et demi. 11, allez. Allez, 11. Manu. 11. De manière stratégique, vu que je suis mené, je vais pas surenchérir et je vais attendre que mes petits camarades se parce que, attention, ça rapporte 2 points. Hein, voilà. Et alors je donne mes 10 ou pas? Ah bah attends, pour l'instant c'est Valérie qui a gagné les enchères. Maintenant tu peux surenchérir. Je peux surenchérir. Ah bah oui, tu peux surenchérir. Tu dis soit tu surenchéris, soit tu passes, et c'est Valérie qui doit me citer au moins 11 noms d'entraîneurs. Non, alors là il y a la triche là. Non. Monsieur Manu, là, vous la mettez en veilleuse. Alors Christophe. Combien t'as dit? 11. 11. Allez, je vais dire 12 alors. Allez, 12. Valérie, est-ce que tu surenchéris ou pas? Elle va à 12 déjà. 12. Alors, 12 pour Christophe, je vais sortir ma fiche parce que moi je les connais pas. Avec la liste des pays, c'est facile. Ah bah oui, mais bon. Allez Christophe, on va... Bon alors j'attaque. Ouais. Alors, je vais dire Eddie Jones, Angleterre. Eddie Jones, c'est bon. Jacques Brunel. Jacques Brunel, c'est bon. La France. Ça fait 2. Oshie, c'est l'Italie. Conor Oshie, c'est l'Italie. Ça fait 3. Gatland. Pays de Galles. Gatland, Pays de Galles, Warren Gatland, ça fait 4. Joe Schmidt, bien sûr. Joe Schmidt, l'Irlande, ça fait 5. Gregor Townsend. Townsend, où est-ce que je l'ai mis? Bon, bref, oui, c'est bon, oui, c'est ça, je l'ai. Ça fait 6. Stevenson, ça fait 7. Michael Cheika. Michael Cheika pour l'Australie, ça fait 8. Il en reste 4. Erasmus. Erasmus pour les Springboks. John McKee pour les Fidji. John McKee pour les Fidji. Ouais. Je suis à combien? Oui, John McKee, Fidji. T'es à 10. Oui, 10. Il m'en manque 2. 2, ouais. Celui de la Namibie. Il y en a un dont on a parlé tout à l'heure, hein, mais... Donc Argentine et les ESMA, bien sûr. La honte. Allez, il t'en manque un. Il m'en manque un. Il t'en manque un. Qu'est-ce que t'as pas cité encore? T'as pas cité la Namibie, oui. T'as pas cité la Russie, t'as pas cité la Géorgie, le Tonga, t'as pas cité? Non. T'as pas cité l'Uruguay? Ouais. Samoa. Les États-Unis? Je vais pas coincer un quand même, si. Ah, 11, c'est dommage, hein. Ça serait pas l'eau. J'avais 11 et puis un 12e, qui sait que ça peut être. Vous êtes prêts à avoir 2 points, messieurs? 2 points chacun? Est-ce que t'en as un 12e, toi? T'as pas le Canada non plus? Tu m'as pas dit le Canada? Non, j'ai pas le Canada. Japon. Allez, 10 secondes. 8. Non, 7, bah écoute, je vais jeter l'éponge. Il me semble qu'il non. Dommage. Bon, il y avait qui? Il y avait. Valérie, il y en a d'autres. Par pudeur, on va rien dire. Au Canada, il y avait Kingsley Jones. Qu'est-ce que t'as pas dit? Georgie Milton Egg. Jamie Joseph pour le Japon. Phil Davis pour la Namibie. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Lynn Jones pour la Russie. Steve Jackson pour les Samoa. Et Tutai Kefu pour les Tonga. J'ai pas de regret. Et Gary Gold pour les USA. Allez, ça fait 2 points pour Manu et Valérie. Stratégie payante. Donc voilà, stratégie payante. On va quand même, on va terminer avec. Il y a une dernière question, il faut que je la retrouve, c'est tout. Nous terminons avec une citation. Allez, on joue. On joue le tout sur cette question, on fait tapis, all-in. Nous terminons avec une citation qui a dit « Je n'ai pas beaucoup parlé dans ma carrière, mais certains de mes regards équivalaient à des marrons ». Alors c'est un joueur qui est né le 15 juin 1953. Il a été élu 2 fois meilleur pilier du monde. Il compte
42 sélections en équipe de France, pardon, 42 sélections, non. Pas Garué, non. Il a gagné le Grand Chelem en 87 et la victoire, c'est pour Manu. Et effectivement, il a porté les couleurs du FC Lourdes et il était surnommé le professeur ou Garuche. C'est Jean-Pierre Garuet. Bravo Manu, c'est toi qui emporte ce quiz. Ici Montferrand, c'est maintenant terminé. Vous pouvez télécharger cet épisode sur les différentes plateformes, notamment sur Spotify. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup messieurs et à lundi prochain. Merci. Ciao. Salut.